tous, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons suspendre la partie purement éthique pour aborder, compte tenu du temps qui nous reste jusqu'aux examens, la phase de la formation civique. C'est vrai que nous allons revenir sur des notions qui ont trait à l'éthique. Et lorsque nous parlons de l'éducation civique, nous le disions dans certains de nos cours, que tout ce que les institutions ont mis en place relève des théories éthiques, avec quelques variances près. Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher pour un départ sur la définition de la formation civique. En fait, c'est quoi la formation civique? Sa définition également est beaucoup axée vers ses objectifs. Ce n'est pas une définition classique ou étymologiquement établie, mais c'est plutôt une définition contextualisée. Donc, nous allons dire que la formation civique est une discipline pour édifier les jeunes, et particulièrement les jeunes étudiants, enfin les étudiants, sur leurs droits et devoirs, afin de faire des citoyens respectueux et respectables, et qui sont intégrés dans leur milieu, et ayant un esprit ouvert au monde. Alors cet enseignement de formation civique a pour objectif de donner aux étudiants des connaissances indispensables à la vie sociale harmonieuse, de former des citoyens responsables au service de la communauté, voire de leur pays, inculquer aux citoyens le respect des institutions de l'État. Alors, pour y arriver à ces fins, alors, nous allons examiner les notions de nation, les notions d'État, d'intégration nationale, de paix, de liberté publique, de citoyens, ses droits et ses devoirs et le service public, et autres notions qui vont s'y ajouter si le temps nous le permet. Mais je voudrais vous rappeler que nous allons revenir de temps en temps sur des notions éthiques telles que valeur, vertu, prudence et autres, pour vous édifier le cas échéant d'une dissertation, si c'est ainsi que cela est posé aux examens. Ok, nous allons donc commencer par la notion de nation. À titre d'introduction, nous allons dire que la nation est un groupement d'hommes ayant entre eux des affinités, des rapports réciproques, des bases réciproques, tenant à des éléments qui sont communs à eux, à la fois sur le plan objectif. Objectif, ça veut dire que observable, la race, telle que la race, la langue, la religion, la manière de vivre, bien le mode de vie. Et il y a aussi qui tient compte aux aspects communs subjectifs, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas quantifier, mais qui peuvent être observables subjectivement, les souvenirs communs, il y a les sentiments de parenté spirituelle, les désirs par exemple de vivre ensemble. Et c'est ça, ce sont ces éléments-là qui les unissent et les distinguent des hommes qui appartiennent à d'autres nations. Cela veut dire les raisons pour lesquelles le Cameroun est le Cameroun ne sont pas forcément les raisons pour lesquelles le Nigeria est le Nigeria. Il y a certains éléments qui ont concouru par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, par rapport à certains événements qui ont forgé une sorte de socle, le socle sur lequel se pose le désir de vivre. Bon, en dehors, par exemple, du côté identitaire, mais en ce qui concerne le côté identitaire, le Cameroun est une mosaïque de tribus. Ce qui fait que s'il faut
considérer le côté identitaire, le Cameroun serait une mosaïque d'États. Donc, il y a donc ces deux aspects qui font en sorte que une nation puisse s'établir, à ne pas confondre nation et État. Parce que une nation, un État peut être appelé abusivement une nation et vice-versa. Mais les deux, on parle souvent d'État-nation. État-nation, lorsqu'on fait référence à une organisation, par exemple en tant qu'étatique, organisation politique, c'est-à-dire que donc c'est une organisation qui accorde la souveraineté à une nation. Et voilà ce qu'on appelle l'État. Donc une nation peut ne même pas être un État. Cela veut dire par exemple la nation aryenne, comme disait le KS et puis Adolf Hitler. C'est vrai qu'il y a un aspect. Je veux dire par exemple la nation mongolienne, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Mongoliens, pour ne prendre toute cette race mongolienne, peut être appelée une nation si ils mettent en avant l'appartenance raciale, l'appartenance culturelle, idéologique et religieuse. Mais ici, nous voulons revenir sur ce qui est observable aujourd'hui. Donc, nous voulons parler de la nation en tant que deux aspects, deux volontés, soit dans un aspect objectif qui nous réunissent, soit dans un aspect subjectif. Et à propos, nous avons deux concepts qui s'opposent depuis deux écoles de conception de la nation. Nous avons la nation, donc, la nation qui, selon la conception allemande, qui est plutôt, on parle de nation par rapport aux aspects objectifs. Une nation, n'est-ce pas, est considérée comme nation lorsque elle est basée sur la géographie, l'étendue géographique, la langue, l'unicité linguistique, la race. Et c'est ainsi que nous avons eu affaire à ce qu'on appelle le pangermanisme et qui a donné naissance à un système de répression pour pouvoir mettre le nazisme. Donc ici, c'est la nation qui se replie sur l'aspect identitaire objectif. Par exemple, ici, dans l'était ici, c'est que le Cameroun est une mosaïque de nations. Et cette façon de voir est à la base des réclamations des indépendantistes un peu partout dans le monde et voire au Cameroun, où le repli identitaire est en passe de pouvoir créer des mosaïques d'États, entre-temps des nations. Nous avons également notre conception qui est basée sur l'aspect subjectif. Cela veut dire que la nation est basée sur les éléments subjectifs. C'est une conception qui a été reprise par Ernest Renaud dans une conférence à la Sorbonne en 1882. Donc, alors, elle est issue de la France, c'est une conception française. Donc, je ne voudrais pas ici qu'on puisse faire de l'apologisme contre ou pour l'Allemagne ou la France. Parce que quand on regarde les réalités d'aujourd'hui, on se demande en fait où est-ce qu'on se trouve. Mais ici, notre problème, c'est d'asseoir à nous les concepts de nation, tant sur le plan objectif que sur le plan subjectif. Donc, alors, c'était la question, il se posait la question, donc Ernest Renaud se pose la question, qu'est-ce qu'une nation? Alors, selon lui, une nation est une âme, c'est un esprit, ou alors un état d'esprit, un principe spirituel. Alors, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, et ça constitue une âme. Alors, ce principe spirituel, l'une est dans le passé et l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel. L'une est la possession en commun, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Donc, c'est une conception qui est volontariste, à la limite du romantisme, donc l'amour du prochain. Ensuite,
Bon, juridiquement, elle est constituée des individus, mais aussi des personnes morales, des navires ou des aéronefs. C'est avec les éléments qui constituent ce qu'on appelle la civilisation. Il s'avère donc nécessaire de procéder à une étude des éléments qui constituent la nation. Pour un petit commentaire pour terminer cette première tranche, en fait, l'approche française est sentimentaliste et l'approche allemande est objective. Et maintenant, la question de savoir quelle est l'approche qu'il faudra adopter. Nous vous disons que les deux approches peuvent s'harmoniser. Parce qu'en fait, l'approche objective comme l'approche subjective ne sont que le prolongement de la pensée, de l'esprit et du corps de l'être humain. Tout comme j'avais l'habitude de vous dire que la science et la religion et les philosophies ne sont que les prolongements de l'esprit et du corps. Donc, mais lorsque on se retrouve dans une situation identitaire qui cause des problèmes de conflit, par exemple, s'il fallait se replier sur l'aspect identitaire, le Gabon appartiendrait au Gabon, la Guinée équatoriale appartiendrait au Gabon, une bonne partie du Congo Brazzaville appartiendrait au Cameroun, une bonne partie de la Centrafrique, une bonne partie du Tchad et même une bonne partie du Nigeria. Alors, les éléments qui ont constitué, qui sont à la base de cette séparation, il faut poser la question à l'histoire. Et maintenant, est-ce que vous allez demander à un Yoruba du Nigeria de rentrer au Togo? Maintenant, la question maintenant va rentrer dans le côté subjectif. Ou bien vous allez demander à un Mécan du Cameroun et du Nigeria de rentrer au Cameroun. Là, il faudra rentrer également dans le côté subjectif. Cela veut dire qu'on peut devenir une nation soit par entente, le désir de vivre ensemble, soit parce que le sort aurait voulu qu'on soit un État basé sur notre identité géographique, physique ou raciale. Mais nous disons que l'aspect secondaire subjectif est celui qui doit prédominer parce qu'au moins cet aspect empêche qu'il y ait des luttes, des conflits, des luttes d'intérêt. Je vous en remercie.